Alors, j'ai introduit avec beaucoup de plaisir le professeur Florin Mihaltan, qui est le président de la Société roumaine de pneumologie, qui nous a fait l'honneur d'intégrer le conseil d'administration de la Société de pneumologie de langue française et qui travaille énormément avec Georges aussi ici, dans l'espace francophone de pneumologie. Et également, il dirige bien sûr l'Institut de pneumologie central donc, de Bucarest. Florine, je crois que tu vas nous parler de la Roumanie. Je vais essayer. Merci. Avant de débuter, j'aime bien adresser mes remerciements de ma part et aussi de mes collègues. Nous sommes 800 pneumologues en Roumanie, à Georges Caia, à d'autres organisateurs de cette réunion. Et je souhaite à tous du succès dans les jours qui viennent. Comme vous voyez, je veux essayer de dire quelques mots sur ce qui se passe en Roumanie. Ce sont des espoirs et des réalités et des limites sur le BPCO. Ici, vous avez ma déclaration, mes conflits d'intérêts. Et je commence avec une petite image qui vient de Toulouse et qui démontre que parfois on découvre trop tard quelque chose qui est important. Et je crois que c'est la même situation avec le BPCO parce que la prévalence, l'épidémiologie, les menaces de BPCO ont été découverts un peu plus tard par les docteurs et par les systèmes de santé. Ici, vous voyez, on va aborder 3 chapitres concernant le dépistage actif de BPCO, la prise en charge des exacerbations et quelques stratégies de prévention qui ont été appliquées en Roumanie. Concernant le dépistage actif, il y a beaucoup de pays qui manquent où il manque les dates épidémiologiques, ils ne sachent rien sur la prévalence. C'est pour ça que nous avons débuté avec la première enquête nationale. C'était une enquête faite en 2010 et lancée en 2011. Mais cette enquête était basée, et c'était la première, seulement sur un questionnaire avec 36 questions pour identifier les patients avec bronchite chronique et emphysème. Et ici, vous voyez que la première surprise, c'est que pendant les derniers 12 mois, il sont peu de patients qui ont une consultation au médecin de famille pour les problèmes respiratoires. Et la prise en charge de la maladie souffre aussi. Si on regarde seulement le spirogramme, on voit bien que seulement 12% de notre patients ont accès à cet spirogramme. Le diagnostic de la maladie est aussi un autre problème parce que le nom de la maladie, si on pose cette question directement au patient et si vous demandez s'il souffre de BPCO, BPCO est totalement inconnu par les patients. En plus, la plupart des patients, ils sachent bien qu'ils ont une bronchite chronique. Alors, les patients ont présenté les symptômes de différentes maladies en commençant à un âge moyen de 48 ans. Et ici, je viens chez la deuxième enquête. On a justement fini cette étude nationale. Cette fois, on a combiné le questionnaire avec la spirométrie. Et, on va avoir la conférence avec la presse en 13 mai, très proche, le mois prochain. Et ce que je veux souligner, c'est qu'on a fait l'enquête dans la population de 40 et plus de 40 années. Et vous voyez qu'il y a une augmentation de 40-49, avec 6% chez les mâles, jusqu'à 32% chez les mâles plus de 60 années. Et une certaine augmentation aussi pour les femmes, jusqu'à 7%. Ce qui est très important, c'est que cette enquête nationale a été faite sur cette population avec cet âge. Et ce que je peux vous dire dans les statistiques nationales, on a à ce moment 10 millions Roumains qui ont 40 et plus de 40 années. Les premières conclusions sont que si on regarde le contrôle de la maladie, l'accès à la spirométrie est sous 50%,
Le contrôle périodique de ces patients atteints de maladies respiratoires est jusqu'à 57 et la prévalence est grande et augmente pour les personnes âgées. Et dans la population, après cette enquête nationale, on a estimé qu'on a une prévalence de 8,1% des patients potentiels. Dans ces conditions, il reste des problèmes à résoudre. Il y a quelques problèmes ici que je veux discuter. Concernant les programmes soutenus par le système sanitaire, ici on n'a pas aucune initiative en Roumanie. Les programmes soutenus par le système sanitaire, l'industrie pharmaceutique, ici on a fait de grands progrès. On a essayé de combiner avec le dépistage de la population à haut risque et concernant l'identification dans le système primaire ou au niveau de médecins de famille, on a beaucoup de choses à faire. Ce qu'on a essayé, on a essayé de faire dans des périodes limitées les programmes de dépistage de la population. C'était toujours sponsorisé par l'industrie pharmaceutique parce que le ministère de la Santé n'a aucun intérêt dans ce domaine. Et si on regarde à ce dépistage, on a fait des campagnes éducatives sur la maladie et on a invité des personnes exposées à faire un test gratuit de spirométrie dans des cliniques spécialisées. Et tout ça a apporté beaucoup de choses. Je vais vous montrer les résultats. Pendant des périodes limitées, on a fait des campagnes de spirométrie gratuite pendant une semaine et après on a prolongé à 2 semaines et maintenant ce sont des spirométries qu'on fait régulièrement gratuites dans 42 centres pendant des mois. Les résultats, si on regarde la période 2009-2010, on peut voir bien qu'on a une augmentation des cas nouveaux qu'on a commencé à dépister. La rate de diagnostic est assez grande et c'est une certaine évolution qui démontre que toutes ces campagnes sont très bénéfiques pour les patients. En plus, on a un développement très important du niveau de connaissances concernant le BPCO. Et vous voyez, on a fait un site et on peut compléter un BPCO Risk Test. Et vous voyez ici comment c'est l'accès. Il a augmenté terriblement, pas seulement pour les uniques visiteurs, mais aussi pour les personnes qui désirent tester ce risque. Ce que je peux vous dire en parenthèse, on est arrivé en 2011 à un accès compétitif sur le site avec le premier site qui est toujours compétitif en Roumanie, c'est le site pour acheter les automobiles. En plus, ici vous voyez comment on a déroulé et quel était l'algorithme de la campagne. Ici, on a commencé avec ce slogan en disant « Tu sais quel est l'âge de ton poumon ?» Et vous voyez ici le nombre de spirométries qu'on a fait, le nombre de patients dépistés et le taux diagnostique. Si on fait une campagne très ciblée, on a un taux de diagnostic assez élevé. Un autre aspect, c'est la prise en charge des exacerbations de BPCO. Et ici, je vous montre une chose très bizarre pour la statistique roumaine. C'est le registre national de maladies pulmonaires. Vous voyez bien que les cas de BPCO sont groupés ici. C'est assez surprenant de trouver des déclarations sous un an. Alors, j'ai des doutes sur la statistique dans cette période. Et les communicateurs qui sont parfois des médecins de famille, médecins d'autres spécialités. Mais les coûts sont aussi très importants et on a malheureusement une seule étude en Roumanie, c'est l'étude faite dans l'Institut national. Combien il coûte d'habitude une exacerbation de BPCO? Et vous voyez ici que dans cette étude, on a eu plus de 75% fumeurs. La plupart étaient des hommes.
C'était également, il vient de milieu urbain ou rural. Et en plus, on a la plupart des cas hospitalisés du stade 3 et 4, c'est-à-dire des cas assez sévères. Et si on regarde le nombre de jours, ça arrive jusqu'à 21 jours par hospitalisation. Et ce qui c'est très important, c'est que 70 des patients hospitalisés sont dans le stade avancé de la maladie. Et ça coûte très cher pour le système parce qu'on a évalué ça. Et vous voyez ici, en euros, ça arrive pour le stade 4 jusqu'à plus de 1100 euros. C'est vrai que les coûts d'assistance des exacerbations dans les hôpitaux, ils sont très variables d'un pays à l'autre. J'ai fait une comparaison avec l'Angleterre. Ici, il arrive jusqu'à 3 000 euros le prix d'un patient qui est hospitalisé dans cette exacerbation. Et en revenant à l'étude très récemment finie, c'est-à-dire l'étude combinant la spirométrie et le questionnaire, on voit bien que toujours il reste aussi en 2012 le médecin de famille qui voit régulièrement le patient, pas le pneumologue. Et, on a eu d'autres curiosités de voir qu'est-ce qui se passe vraiment au moment des exacerbations. Ici, vous voyez, c'est l'audit européen de BPCO. Elle a inclus en 2010-2011 seulement 11 pays. La Roumanie était dedans. Et vous voyez ici que la Roumanie a une rate d'hospitalisation assez grande dans les services de pneumologie. Vous voyez aussi que si on regarde seulement au bronchodilatateur de courte durée, ce sont des bêta-2 adrénergiques de courte durée ou des anticholinergiques de courte durée. On fait plutôt l'utilisation de bêta-2 adrénergiques et pas d'anticholinergiques. Mais les corticostéroïdes sont sous-indiqués. En plus, on fait un excès de corticoïdes systémiques et aussi de théophiline. Un tiers de ces patients reçoivent encore de la théophiline systémique. En ce qui concerne les antibiotiques, nous sommes leaders, nous sommes avec, probablement il existe un excès de prescription d'antibiotiques dans les hôpitaux. Et l'oxygénothérapie, ici, c'est assez bien dans les hôpitaux, mais pas grand-chose à la maison comme assistance à longue durée, oxygénothérapie à longue durée. Et aussi pour la ventilation, le pourcentage est jusqu'à 17% des patients qui sont assistés, mais pas grand-chose à la maison, c'est-à-dire ils souffrent beaucoup cette maladie. Si on va regarder au programme qui n'existe pas pour assister les patients à la maison. En ce qui concerne les stratégies de prévention, je dois parler un peu de la stratégie anti-tabac en Roumanie dans le contexte européen. Et vous voyez ici les réalités qui viennent de l'Eurobaromètre européen. Et vous voyez ici, la Roumanie, c'est pas grand-chose en ce qui concerne le désir de notre patient de renoncer. En plus, l'exposition à la fumée de cigarettes au lieu du travail est aussi assez important pour la Roumanie. Et on voit bien que l'exposition est très importante à domicile. C'est un Eurobaromètre de 2009. Maintenant, les choses commencent à s'arranger parce que la loi roumaine devient plus forte d'une année à l'autre. Et il existe, même comme ça, un soutien pour l'interdiction de fumer dans les bars et les clubs. Et ça, c'est très important parce que c'est le soutien qu'on va utiliser dans toutes les campagnes de convaincre notre gouvernement et les politiciens de faire une loi nouvelle. Bien sûr, si on regarde le désir de renoncer à fumer, il n'existe pas seulement 12% de patients qui ont passé de fumer et les non-fumeurs sont encore en petit nombre, seulement 58% de notre population. La plupart ont une exposition de plus d'une heure par jour aux fumeurs de cigarettes au lieu de travail. Le problème, c'est la législation, parce que la législation et les connaissances de loi anti-tabac, ce n'était pas important en 2003.
mais on a fait l'éducation ici dans ce domaine et vous voyez bien qu'il commence à être mieux connaître par les plus non-fumeurs et aussi par les fumeurs. Et cette stratégie a été basée sur des activités en ce qui concerne le changement de la législation, sur les activités et partenariats avec les ONG et de la société roumaine, et les implications du ministère de la Santé. Concernant la stratégie sur la législation, comme vous savez déjà, ce sont les pictogrammes, la bataille des pictogrammes. Les pictogrammes ont commencé à augmenter comme importance et présence de 2001 à 2011. La Roumanie était au début entre les 4 pays de l'Union européenne qui ont accepté les pictogrammes. Et ici, vous voyez les dimensions des avertissements. Nous sommes restés en arrière parce qu'ils ne dépassent pas 60% du paquet de cigarettes. Et on a fait déjà d'autres propositions dans ce sens. Les activités, et je crois que ça c'est très important, nous avons réussi à faire le premier guide roumain pour conseiller le fumeur. Il a été mis au jour en 2010, mais ce qui est important, il a été accepté et un peu changé par European Network for Smoking Prevention. Dans ce moment, il est un guide européen. Une autre chose qu'on a fait, c'était la campagne Libérez-vous du fumeur. C'était une campagne très importante qu'on a fait sur des sites très bien connus en Roumanie. Et ce qui n'a pas été négligé, c'était les partenariats avec les ONG. Et ici, vous voyez, on a traduit le FCTC et en plus, on a eu beaucoup de rencontres avec les parlementaires. On a des députés et des sénateurs. Et chaque fois, on a eu des rencontres pour convaincre sur le changement de loi en Roumanie, la loi anti-tabac. On n'a pas oublié aussi les cours de formation pour les médecins et l'éducation en ce qui concerne l'espace sans fumeur. Et aussi la campagne qui était bien connue en Europe, c'est la campagne HELP, qui est une campagne intégrée de communication appliquée dans 27 États membres de l'Union européenne. Et vous voyez, c'est basé sur des spots de télé, sur l'Internet, une série d'événements nationaux. Et un des partenaires était la Société roumaine de pneumologie, avec beaucoup des initiatives qui ont été créées en interactivité avec la presse. Et en ce qui concerne les implications du ministère de la Santé, ici, il existe un programme d'arrêté de fumer. Il ne sont pas beaucoup de pays qui font des investissements dans des programmes comme ça. Et ici, c'est un exemple. Quels sont les résultats? 13 000 fumeurs assistés, 40% renoncés à fumer. C'est un programme de 2 mois avec des médications gratuites et une assistance d'une équipe multicentrique, c'est-à-dire multiple, un docteur spécialisé, un psychologue. Ici, vous voyez le coût moyen pour un patient, et c'est-à-dire un ex-fumeur peut arriver d'être ex-fumeur avec 117 €. C'est-à-dire que si on fait un investissement comme ça par le ministère de la Santé, on peut arriver à un retour sur l'investissement qui est très important, jusqu'à 234 €. Et en total, pour 1000 fumeurs, ça devient très important et une source économique très très importante. Et je peux vous dire en parenthèse aussi, le dernier ministre, j'ai eu la rencontre, on a un scandale maintenant avec la cytostatique, la chimiothérapie en Roumanie, parce qu'il manque parfois. Et j'ai parlé beaucoup sur cette économie parce qu'on peut investir peu dans cette moyen de prévenir le fumeur et on peut gagner à la fin plus que de faire des traitements très chers, la chimiothérapie avec peu de résultats à la fin. Mais on a fait aussi des fautes. Et ici, c'est une faute, une campagne publique qui a coûté assez cher le ministère de la Santé, mais sans résultat remarquable. Le message était un peu sexualisé, c'est-à-dire, ici, on voit la dame ici qui est pleine de scandales sexuels en Roumanie, dit le fumeur est ton seul plaisir,
le tabagisme apporte l'impotence. À l'autre extrémité, c'était la vie sexuelle. Alors, c'était rien. En conclusion, concernant la stratégie, on a fait des progrès remarquables en ce qui concerne l'intégration de ces stratégies dans les stratégies de l'Union européenne. On continue à être au centre de l'attention pour consolider les résultats obtenus. On a dans ce moment une nouvelle priorité, c'est la bataille pour protéger le fumeur passif. Le fardeau économique mondial qu'on ne peut pas ignorer, c'est aussi important. L'industrie du tabac reste l'ennemi public numéro 1 et des mesures adéquates s'imposent pour le contrecarrer au niveau mondial correspondant. Bien sûr, on a besoin d'une stratégie pour tous les âges. On a besoin de lois fortes anti-tabac, de mesures qui doivent être cohérentes. Et il s'impose une bonne collaboration entre le ministère de la Santé et les organisations non gouvernementales. C'est toujours un travail en équipe et ça peut apporter beaucoup de résultats. Merci. Merci Florine. On voit qu'il y a eu un très gros travail qui a été fait en Roumanie, en particulier sur le tabac. Et en introduisant les débats, je me disais que bronchite chronique, un patient peut comprendre, parce qu'il y a les bronches, pneumopathie, il y a le poumon, tout va bien. Mais tant qu'il n'y a pas le haut, on ne peut pas dire qu'elle est obstructive, y compris pour le médecin. C'est pour ça qu'il faut toujours de la spirométrie. Et tant qu'on n'aura pas une spirométrie pour tout le monde, on ne pourra jamais parler de BPCO, par définition. Donc, parole à la salle, après. Vous aviez une question. Actuellement, la voie en Roumanie, comment est-elle? Mais ici, au Liban, on voit beaucoup de parents qui stimulent ou qui demandent à leurs enfants de fumer avec leur darguile. Je ne sais pas si ça aggrave le tableau de BPCO. Mon avis, c'est premièrement de faire des conseils aux parents d'arrêter, eux, de fumer et de ne pas laisser leurs enfants de fumer, premièrement. Deuxièmement, si vous passez parallèle à un kiosque ou un genre pareil, vous constatez qu'il y a beaucoup des enfants de 12, 13 ans qui commencent à avoir des arguilles dans leurs mains. Donc le PCO va être ultérieurement moins de 48 ans, comme vous avez marqué ici. Quel est votre avis? Merci. Oui, ce sont deux choses à discuter. D'abord, je crois, c'est vrai, c'est important d'avoir et de focuser sur les parents. Mais l'expérience roumaine était totalement négligée jusqu'à maintenant. On a commencé de 2 années seulement de targeter, d'accéder les enfants comme dans des campagnes de training. C'est très important parce que les enfants dans des écoles, on a fait des programmes pour les professeurs et pour les petits enfants de première classe, de les traîner, d'avoir l'impact, pas seulement dans les écoles, ils sont les meilleurs qui peuvent délivrer le message anti-tabac, mais ils sont très actifs à la maison sur les parents qui sont des fumeurs. Alors, je crois que c'est important de cibler dans 2 directions, les parents et les enfants. Et en ce qui concerne le début de tabagisme, en Roumanie, jusqu'à 11 années, on a des enquêtes, plus de 50% des enfants ont accès à une cigarette. Dans l'école, jusqu'à la fin du lycée, le pourcentage est 18%. Chez les étudiants, le problème majeur, après ma opinion, si on regarde seulement à l'éducation, c'est qu'entre les étudiants à la médecine et les étudiants d'autres facultés, on a fait des enquêtes, il n'existe pas une différence en ce qui concerne l'augmentation de prévalence de première année d'études jusqu'à la fin des études. Et c'est pour ça qu'on a débuté de quelques années avec des cours de formation en ce qui concerne les conseils et l'assistance de fumeurs pour les étudiants de médecine. Ça a manqué avant et il fait part de curricula de l'université dans ce moment. Je crois qu'on peut attendre une augmentation de prévalence à un âge sous 40. Mais c'est très difficile à identifier dans des campagnes très ciblées parce que la spirométrie est normale et parfois on peut baser ça seulement sur les symptômes.
ce qui vient du patient. Le patient, dans toutes les enquêtes, et si on ne regarde pas à notre enquête, ce sont les enquêtes, les grandes enquêtes, je parle d'études Bold, d'études Platino, on voit bien que parfois dans les cas identifiés de BPCO, on fait un mélange avec la bronchectasie et c'est assez difficile de faire cette identification et de faire une sélection de BPCO dans les overlap syndromes. C'est aussi difficile, même dans les enquêtes, les grandes enquêtes qui font ça régulièrement. D'autres remarques, d'autres questions? On voit bien qu'il y a le diagnostic et puis il y a la prévention qui sont vraiment les deux volets fondamentaux. Et vous avez tellement insisté sur le tabagisme que je crois que c'est vraiment là-dessus qu'il faut totalement insister. Pour ce qui est de la spirométrie, vous arrivez à voir, il y a combien de pneumologues dans le pays? Combien vous êtes de pneumologues à peu près? Nous sommes 700 en Roumanie et 100 en France. Combien en France? 100 en France. 100 en France. Bon. Oui, 700 dans ce moment. 700 et 100 en France. Bon, on va vous en prêter quelques-uns. 100. 100. Un centaine. Un centaine. Tu as un commentaire, Russell? Oui, j'ai un commentaire. Oui, vous êtes 100 en France, nous aussi, hein? Et 300 en Amérique. Existe-t-il un pneumologue français? On existe tout dans la langue française. Oui, mais quand j'étais en France, j'ai participé à des cours anti-tabac dans les écoles de la région parisienne, avec le comité de Noisy-le-Sec. Et il y avait un livre qui a été fait comme sujet de thèse par, je ne sais pas, quelqu'un, qui a prouvé qu'entre 7 et 9 ans, c'est le meilleur âge de lutte anti-tabac. C'est-à-dire, si à cet âge-là, l'enfant n'est pas encore très agressif contre les gens, il y a un moment où il devient agressif, il veut se confirmer, il ne veut pas écouter. Hein? C'est ça, et il peut devenir agressif pour ses parents, pour être 7 convaincant. à 9 ans, il est gentil, il apprend quelque chose et ça devient définitif dans sa tête. Donc, il vaut mieux faire l'éducation à des âges très petits dans les écoles et dans les livres, je voulais dire, un peu dans les livres d'enseignement. C'est tout. Il existe une expérience polonaise qui a commencé avec des conseils, si on peut dire, des conseils à cet âge, aux enfants de kindergarten. Et c'est très intéressant parce que c'est rallié à des poupées, toujours, et c'est avec impact. Les petits-enfants, mais aussi les enfants de première classe, sont des messagers importants, pas seulement dans les écoles, mais aussi à la maison, après ma opinion. D'après ce que vous avez présenté, vous n'avez pas de loi anti-tabac dans les endroits publics? On a, mais la loi roumaine, dans ce moment, c'est une copie faible de l'ancienne loi espagnole. C'est-à-dire, on peut, dans les bars, les restaurants, s'ils sont sous 200 mètres carrés, on dit, 200 mètres carrés, le manager, le propriétaire peut choisir si le restaurant reste sans tabac ou on peut fumer. Et la réaction, c'est la plupart des propriétaires, ils acceptent comme restaurant de fumeurs. Alors, dans ce moment, on rediscute la loi. Et dans cette loi, on va interdire ça. C'est la grande bataille pour nous, non pas seulement pour les pneumologues. Ce qu'on a fait, on a publié très récemment une lettre ouverte à notre Premier ministre, signée par 29 associations professionnelles. Et ça, c'est le pouvoir, parce qu'avant, on a actionné seulement comme société de pneumologie et quelques organisations non gouvernementales. Maintenant, nous sommes 29 et ils doivent tenir compte parce qu'on a débuté avec des discussions pour changer la loi. C'est seulement une des faiblesses. La deuxième, après ma opinion, c'est qu'on n'a pas augmenté le niveau de la surface de pictogrammes sur les paquets de cigarettes. Nous sommes restés sous 60%. On doit arriver à 8%, peut-être le paquet générique, pourquoi pas. Est-ce que vous pensez que ça a un impact important, la taille du pictogramme? Oui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce qui concerne le tabagisme actif en Roumanie, après introduire les pictogrammes, changer la loi, parce qu'on a fait ça, et avoir une ferme
offre pour conseiller les fumeurs. On est arrivé entre 2007 et on a maintenant une autre enquête nationale en 2012 de 35% à 27%. On a diminué considérablement. Mais c'est seulement le début, on doit continuer. Et la bataille pour la loi, c'est très important parce que la pression de la loi, on voit tout de suite sur les... En échange, les prix de cigarettes ne sont pas grand-chose en Roumanie et c'est notre action qui est importante. Merci beaucoup Florine. Je crois qu'on a bien discuté, mais on va changer de rive de la Méditerranée.